Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal local. Nous sommes le lundi 20 septembre, voici les titres. Le directeur académique des Yvelines s'est rendu ce jeudi à l'école Thomas Pesquet de Villepreux. Le but de la visite, assister aux évaluations nationales des élèves de CP, un diagnostic qui permet d'établir les forces et les fragilités des enfants pour mieux les accompagner. Elle est en vogue dans les Yvelines, la pratique du vélo-taf a augmenté depuis le déconfinement. Le procédé consiste à réaliser son trajet domicile-travail à vélo, témoignage d'un vélo-taffeur dans cette édition. Et puis les journées du patrimoine se sont déroulées samedi et dimanche. Retour sur ce week-end culturel. Nous recevrons la directrice du château de Monte Cristo et l'administratrice du domaine national de Rambouillet pour dresser le bilan de ces 2 jours. Ans. En 2024, Paris accueillera la 33e Olympiade de l'ère moderne, une grande fête qui démarre déjà avec de nombreux événements jusqu'à l'échéance mondiale. Samedi 18 septembre, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines accueillait le passage des drapeaux olympiques, l'occasion pour le public de rencontrer les athlètes tricolores. Un reportage de Grégory Canalet et Mélanie Poquet. C'est génial de dire qu'on est quand même en train de représenter les Jeux Olympiques, c'est important quand même. Ah, c'est trop bien, c'est super bien que ce soit en France. On est impatient, on attend et on sera derrière l'équipe de France à 100%. Paris 2024, ce n'est que dans 3 ans et pourtant l'engouement est déjà présent. Athlètes et élus ont déambulé sur la piste du Vélodrome national. Dans leurs mains, les drapeaux des comités olympiques, paralympiques et de Paris 2024 qui faisaient étape à Montigny-le-Bretonneux ce 18 septembre. Le compte à rebours des Jeux en France a bien démarré. Ça veut vraiment dire que ça y est, on y est. On est le pays de l'olympisme, on est le pays du paralympisme. On a attendu longtemps, on a même attendu 1 an de plus à cause de la Covid. Des Jeux qui se dérouleront également sur le territoire saint-quentinois, Vélodrome, mais aussi Golf National à Guyancourt et la colline à Élancourt comme site olympique. L'agglomération se prépare. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de réveiller l'envie, de donner envie à quelqu'un de se dépasser. C'est le top, c'est une fois en plus tous les siècles qu'on peut l'avoir. On est très fiers, je veux dire, pour Saint-Quentin d'y être associé aussi directement. Cette cérémonie des drapeaux était le moment aussi de croiser les sportifs qui rêvent de Paris 2024. La paratriathlète Cécile Saboureau, les pistards Quentin Lafargue, Quentin Caléron, Timmy Gillion et Florian Grengbeau, tout fraîchement médaillé de bronze en vitesse par équipe, c'était l'occasion pour lui de fêter avec le public présent. Vu que sur Tokyo on n'avait pas forcément de public, ça montre qu'on est soutenu et c'est juste fou. Et j'ai envie de dire, depuis le retour en France, c'est là qu'on se rend compte de vraiment ce que sont les Jeux Olympiques. Et on se rend compte que c'est quelque chose qui touche tout le monde, qui touche vraiment tout le pays. Donc vraiment content, vraiment fier de pouvoir partager tout ça. Les drapeaux olympiques doivent circuler dans une 30aine de villes en France. Prochaine étape dans les Yvelines le 16 octobre sur la colline d'Élancourt. Depuis 5 ans, en septembre, les élèves de CP sont évalués en français et en mathématiques. Des tests nationaux qui permettent de déterminer les points forts et les fragilités des élèves. L'exemple avec l'école élémentaire Thomas Pesquet de Villepreux. Le reportage de Patrick Jacques de Dixmude et Célia Gatsongo. Dans cette classe de CP à l'école élémentaire Thomas Pesquet de Villepreux, tous les élèves participent aux évaluations nationales des CP instaurées depuis 5 ans. Ce sont des évaluations diagnostiques qui ont pour but de voir les forces et les fragilités des enfants de façon individuelle et collective. Moi, je trouve que ces évaluations sont plus que nécessaires aujourd'hui. On peut mettre un doigt sur les difficultés ou les réussites, parce que ces évaluations, quand on a 100% de réussite partout, c'est aussi témoignage de quelque chose, de compétences. L'inspecteur d'académie des Yvelines et l'inspectrice de la circonscription ont fait à cette occasion le déplacement. Objectif voir comment se passent les évaluations pour les élèves, mais aussi pour les professeurs. Une réunion avait lieu juste avant avec les professeurs pour faire un point et un bilan sur ces évaluations. Les outils se sont affinés, se sont stabilisés et désormais c'est devenu vraiment quelque chose de naturel, c'est-à-dire que les enseignants sont complètement confiants, les familles savent qu'on n'est pas là pour juger mais qu'on est là pour aider et donc le rendez-vous individuel aussi sert aux professeurs d'appui pour échanger avec la famille. Dans les Yvelines, ce sont près de 18 000 élèves de CP qui vont passer ces tests jusqu'au 23 septembre. Des séances d'apprentissage de la lecture ont été aussi observées. Sur le département depuis 2 ans, une nouvelle modalité de formation s'est mise en place, appelée le plan lecture.
Les enseignants de Villepreux, l'année dernière, ont été formés en constellation, c'est-à-dire en groupe d'enseignantes. Et elles ont travaillé ensemble sur de nouvelles modalités d'apprentissage de la lecture. Alors elles ne sont pas parties de rien, elles n'ont pas changé complètement ce qu'elles faisaient, mais elles ont enrichi leur pratique. Dans l'Académie de Versailles, 80% des élèves de CP sont entrés de manière satisfaisante dans la lecture. Dimanche, les élus de 11 communes de la vallée de Chevreuse se sont mobilisés à Cernay-la-Ville. Près de 80 personnes, dont des riverains, étaient présentes pour lutter contre les nuisances sonores des motos, un phénomène étudié ces dernières années. D'après les élus concernés, près de 500 motos en 2 heures sont de passage à Dampierre sur les week-ends de printemps ou d'été. 60% des véhicules sont en excès de vitesse. L'interview téléphonique de la maire Claire Chéré, la maire de Cernay-la-Ville, a retrouvé sur nos réseaux. Contraction entre vélo et taf. Le vélo-taf est une pratique qui consiste à faire son trajet domicile-travail en vélo. Une habitude en plein essor dans les Yvelines depuis le déconfinement. Une augmentation enregistrée grâce à plusieurs capteurs installés dans le département. Celui de Croissy-sur-Seine, par exemple, aurait enregistré plus de 235 000 passages en 2020 contre 165 000 en 2019. Un boom qui s'explique notamment par le développement des vélos à assistance électrique. Dans le cadre de la semaine de la mobilité à Saint-Quentin en Yvelines, Céline Charles a rencontré un vélo-taffeur. Regardez. Allez, en avant. Il est 8h et au lieu de monter dans sa voiture comme la plupart des Français, Christian enfourche son vélo. Tous les matins, il dépose sa fille à l'école et se rend au travail en vélo. Une pratique qu'il ne changerait pour rien au monde. Ça fait 1 an que je suis sur ce poste et ça fait 1 an que je viens tous les jours à vélo alors que j'ai un scooter, un bus direct, une voiture. Mais franchement, une fois qu'on a pris le coup, bon, il faut s'y mettre. Et après, c'est presque c'est pas une drogue, mais quand on vient pas 4-5 jours à vélo, ben, ça manque. On traverse quand même des beaux endroits, on a quand même une région qui est assez entre Bois d'Arcy et ici, c'est quand même assez arboré. Il y a pas mal de pistes cyclables, c'est tranquille, c'est détendu. Embouteillage, pollution, carburant ou encore stationnement, de plus en plus de personnes délaissent les moyens de transport habituels pour se mettre au vélo. Les avantages sont nombreux. On fait un peu d'exercice, c'est pas mal, on s'aère un peu l'esprit et le corps. Et puis je dirais en termes d'économie, de transport, quoi. Pas de Navigo pour le transport, pas de parking, pas de klaxon, pas de bouchon. À l'arrivée, Christian dépose son vélo dans la vélostation de Saint-Quentin en Yvelines. Créée il y a 4 ans par l'agglomération, elle offre pour 30 € par an de multiples services à ceux qui, comme Christian, ont fait le choix de se déplacer à vélo tous les jours. Le premier service, c'est la consigne, dont monsieur bénéficie pour pouvoir garer son vélo en toute sécurité. Le deuxième service, ça va être la location de vélo. 3 types de vélos, vélo standard, vélo assistance électrique, vélo pliant. Tout ça dans le but effectivement de promouvoir en fait les trajets domicile-travail. Et troisième pied donc de la vélostation, l'atelier de réparation. Alors vélo, transport en commun ou voiture, il n'y a plus à hésiter. Pour ceux qui seraient convaincus, la vélostation propose jusqu'au 22 septembre encore un vélo à 40 € pour 1 an. Et dans le même thème, dans le cadre de la semaine de la mobilité, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines organise la première édition du Challenge Vélo Interentreprises, un événement en partenariat avec YouWinBike. C'est une application mobile qui permet d'attester de son déplacement en vélo pour se rendre au travail et du nombre aussi de kilomètres parcourus. Le but, encourager la pratique du vélo, mais aussi expérimenter cette nouvelle application. Lauréate d'un appel à projet d'Île-de-France Mobilité, l'événement a débuté ce jeudi 16 septembre. Il se poursuivra jusqu'au 15 octobre pour déterminer le meilleur cycliste, le meilleur rouleur ou encore la meilleure entreprise cycliste. Et ce week-end se déroulait la 38e édition des Journées du patrimoine, l'occasion pour les Yvelinois de découvrir des facettes cachées des lieux emblématiques qui nous entourent. C'est le cas par exemple au musée archéologique de Saint-Germain-en-Laye. Un atelier proposé de découvrir les moyens de protéger, sécuriser et évaluer les œuvres d'art. Un reportage de Nicolas Dandry et Antoine Durand est à retrouver en intégralité sur nos réseaux.
Les Journées du patrimoine, donc je le disais, se sont déroulées samedi 18 et dimanche 19 septembre. Thème de cette 38e édition, patrimoine pour tous et patrimoine ferroviaire. Au programme de ce week-end, culturel, spectacles, expositions ou encore des visites étaient organisées. Le bilan de cet événement avec nos invités du jour, Frédérique Lurol, directrice du château de Monte Cristo, situé à Port-Marly, est avec nous, et Isabelle de Gourcuff, administratrice du domaine national de Rambouillet. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, Frédérique Lurol, la demeure était ouverte, donc d'Alexandre Dumas, était ouverte au public. Qu'est-ce qui était proposé déjà aux visiteurs ? Alors, nous, les visiteurs pouvaient déambuler dans le parc, dans lequel nous avions toujours notre exposition d'art contemporain qui était présentée, une exposition de sculptures de Pierre Trail. Les sculptures jalonnent le parc et il y en a également au 2e étage du château. Les visiteurs pouvaient également, bien sûr, visiter la demeure d'Alexandre Dumas dans son intégralité. Nous avions l'intervention d'une comédienne le dimanche et d'un comédien le samedi. Ces derniers faisaient des interventions ponctuelles auprès des visiteurs et endossaient les rôles soit de personnages issus de l'imagination d'Alexandre Dumas, soit de personnages qui ont réellement connu Alexandre Dumas. Puis il y avait aussi quelques opérations de médiation auprès du public. Et pour vous, Isabelle de Gourcuff, quel était le programme de ces journées au château de Rambouillet ? En tout cas au domaine. Il y avait un programme très riche qui était proposé à nos visiteurs. D'abord, le château était entièrement gratuit, comme le sont les monuments nationaux. Et les visiteurs ont été nombreux pour redécouvrir le château de manière un petit peu originale, parce que le parcours avait complètement été modifié. Et le rêve de tout visiteur, qui est de gravir l'escalier de la tour médiévale, de la tour François Ier, était récompensé. Mais avec une surprise en haut de l'escalier, c'est qu'on y trouve l'appartement des chefs d'État étrangers, c'est-à-dire que ces appartements qui ont été aménagés dans le cadre du Rambouillet, résidence présidentielle qui a accueilli de nombreux chefs d'État. Et donc, c'était très intéressant de partir finalement du Moyen-Âge pour aller jusqu'à l'histoire très récente du château et dans un aménagement des années 50 de Jean Pascot qui est patrimonialement très intéressant. Et ensuite descendre et continuer à visiter le château, les grands appartements que les visiteurs sont plus nombreux déjà à connaître. Et ensuite, la déambulation continuait à la laiterie de la Reine, Marie-Antoinette, dans le parc, et à la chaumière au coquillage, qui sont deux petites merveilles, deux petits joyaux du XVIIIe siècle qui se nichent dans le parc. Et l'originalité aussi de la programmation cette année était de présenter une exposition de photographie en partenariat avec Festiphoto. Mais l'originalité, c'est que ce sont deux jardiniers du château, deux jardiniers extraordinaires qui connaissent tous les détours et détours du jardin et leurs habitants, et qui sont des passionnés de photos et qui, depuis 30 ans, photographie, traque la faune du parc évidemment, alors les promeneurs qui sont nombreux à venir régulièrement dans le jardin n'imaginent pas qu'il y a toute cette population, tous ces oiseaux extraordinaires, chevreuils, etc. Et donc qui ont été pris sur le vif avec une très très belle exposition, très poétique exposition d'ailleurs de ces passionnés. Et donc là on le disait, c'est la 38e édition. Comment on fait en fait pour se renouveler chaque année ? Alors, on se renouvelle d'une certaine manière, parce que le château est ce qu'il est et on ne le changera pas. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'ouvrir des espaces cachés. Je parlais tout à l'heure de la tour François Ier, personne ne l'avait jamais vue. Et puis des petits plus, comme l'exposition de photos, par exemple. Frédérique Lurol, quel retour avez-vous du public cette année ? C'est très positif. À chaque fois, le public est toujours très heureux de venir découvrir ce lieu. Ils sont très surpris de voir que ce petit écrin de verdure est préservé, parce que nous sommes vraiment dans un noyau assez dense de circulation et d'urbanisation. Or, Monte Cristo est vraiment niché dans un écrin de verdure et l'architecture des deux bâtiments est tellement étonnante, tellement insolite, que c'est ce qui ressort du visiteur qui est vraiment ravi d'avoir eu le plaisir d'une telle découverte. Un bilan positif, donc. C'était pareil à Rambouillet ? Oui, alors beaucoup de visiteurs. On a compté 1700, un peu plus de 1700 visiteurs contre 937 l'année dernière. Donc, vous voyez, c'est beaucoup. Alors, c'est pas encore la fréquentation de 2019 qui était une année de très bonne fréquentation, une année normale, on peut le dire. Mais on sent qu'il y a une confiance, en tout cas aujourd'hui, à se rendre dans des lieux patrimoniaux. Évidemment, il faut présenter son passe sanitaire, etc. Et toutes les consignes et les gestes barrières sont bien appliqués, mais les visiteurs peuvent venir en toute sécurité. Et ça, je pense que c'est un élément très important.
Ça s'est ressenti justement que c'était encore une année un peu particulière cette année au niveau de la crise sanitaire? Oui, il y a moins de monde et c'est certain que le pass sanitaire peut-être rebute certaines personnes. Mais 1700 personnes, c'est quand même beaucoup pour un site comme le nôtre. Frédéric Lurol peut dire la même chose de son côté. Donc on est franchement plutôt confiant, même très confiant, dans le fait que nous allons progressivement retrouver des fréquentations normales dans les mois qui vont venir. Et justement, là, on en parlait, Frédéric Lurol, on le disait, il y avait du monde finalement ce week-end. Le public finalement était présent, c'était important pour lui de se retrouver aujourd'hui? Ah oui, c'est très net, hein. On sent qu'il y a un désir de sortie, un désir de découverte, un désir de partage. C'est absolument évident. Nous, on a reçu 1800 personnes en 2 jours, ce qui est beaucoup. C'est plus que l'an dernier. Or déjà, l'an dernier, nous avions bien entendu ressenti les mêmes choses. Les visiteurs sont vraiment avides de pouvoir profiter de leur liberté, même si, bien entendu, le pass sanitaire est exigé à l'entrée, mais on n'a absolument pas de commentaires négatifs à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, pas ces 2 jours-là. Est-ce qu'on a mis la barre plus haut du fait justement de cette crise sanitaire, de ne pas pouvoir se retrouver pendant 1 an finalement, les établissements culturels étaient fermés. Est-ce qu'on a mis la barre plus haut à ce niveau-là pour ces journées? Nous, on a essayé d'être dans la continuité de ce qu'on propose habituellement. Nous avions prévu cette exposition d'art contemporain. On a réussi à la mettre en place et on en est vraiment ravis. On a été très contents de pouvoir la partager avec le public nombreux des Journées du patrimoine. Maintenant, cette exposition se termine à la fin de la semaine et elle était déjà présente tout l'été. Non, nous, on a continué vraiment. Notre agenda culturel n'a pas été modifié. Mais on est heureux de voir que le public est là et répond présent. Et du côté de Rambouillet, du coup? Alors, du côté de Rambouillet, ce qui était important pour nous cette année, c'est de marquer le pas du futur du château, qui est que la présidence de la République, le président Macron a décidé que Rambouillet ne serait plus utilisé en tant que résidence, ni pour des fins protocolaires d'ailleurs, ce qui veut dire que dans les prochaines années, nous allons pouvoir ouvrir de nouveaux espaces et conduire un projet culturel et vraiment faire visiter le château de fond en comble. Il y a encore beaucoup de personnes qui me disent « Ah bon, parce que Rambouillet, on peut y rentrer? On croyait que c'était fermé, la présidence, etc. » Oui, le château de Rambouillet est ouvert. Alors aujourd'hui, tout n'est pas encore ouvert, à la fois pour des raisons de sécurité, d'aménagement, etc. Ça va prendre un tout petit peu de temps, mais on peut tous les jours, sauf le mardi, visiter le château et ces 2 petits bijoux que sont ces fabriques dans les jardins et qui sont désormais tous les jours ouvertes. Et justement, brièvement, est-ce qu'on peut rappeler peut-être les prochains événements à venir pour l'une et l'autre? Alors, en ce qui concerne Monte Cristo, les prochains événements sont la semaine prochaine, on reçoit Opéra Cinéma, une opération du département des Yvelines. Et puis, la semaine suivante, nous organisons notre 21e Salon du Livre Jeunesse dans le parc du château, une opération qui a toujours du succès. J'espère que cette année sera toujours dans le même esprit. Parfait. Et pour le château, nous avons l'exposition Fantaisie pour un palais, qui est le château rêvé, le château féerique. C'est une promenade dans le noir avec des éclairages qui est très très joli, très séduisant à partir du 10 novembre. La nouveauté aussi, c'est que le château sera ouvert le 1er et le 11 novembre. Donc, exposition qui se prolongera jusqu'en mars, avec des épisodes pour les enfants et les familles pendant les vacances, et notamment contes et histoires pendant les vacances de Noël, et suivra ensuite au printemps, au mois de juin, mais c'était déjà dans le temps, un grand spectacle, Secret défense, sur le général de Gaulle qui accueille Eisenhower au château de Rambouillet. Eh bien, écoutez, c'est noté dans les 2 cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je remercie Frédéric Lurol, du coup, directrice du château de Monte Cristo, et Isabelle de Gourcuff, administratrice du domaine national de Rambouillet, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, bonsoir. Des jeux vidéo à gogo dans la salle des fêtes du Perret en Yvelines ce samedi 18 septembre. Un événement organisé par la commune sur une idée du conseil municipal des jeunes. Le principe du Perret Game Show, rétro gaming, simulation de conduite, casque en réalité virtuelle ou encore Just Dance. Les visiteurs avaient le choix entre différents types de consoles. Des tournois ont été organisés entre FIFA, Mario Kart ou encore Super Smash. Et des animations accompagnées de prévention sur les jeux vidéo. On écoute tout de suite le maire du Perret en Yvelines, Geoffrey Bax de Keating, au micro de Mélanie Poquet avec Nicolas Dandry.
Vous avez plein de choses dans les jeux vidéo, c'est à la fois le travail sur la réflexion, le travail sur la mémoire, sur la stratégie. Donc il y a beaucoup de bienfaits aux jeux vidéo, évidemment en petite dose, mais c'est pour ça que les jeunes ont voulu lancer ce projet, et puis pour toucher massivement l'ensemble des jeunes de la commune, mais pas que, parce qu'il y a aussi les familles, c'est assez familial. Sachez qu'une nouvelle édition est déjà prévue pour l'année prochaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouverez Mickaël Elbidoro pour le 7-8 Sport. Très bonne soirée à tous sur TV78.